Bonsoir tout le monde, merci d'être Bonsoir. présent. Pour introduire cette conférence, la situer, en fait, donc c'est une conférence qui s'inscrit dans un cycle de conférences que l'on organise avec mon collègue historien de l'art Martial Guédron, en partenariat donc avec le musée Tom Ungerer. Ce petit séminaire s'appelle De l'image satirique, histoire et actualité, et il est organisé en lien avec l'exposition à venir qui s'appelle donc Rire à pleines dents, 6 siècles de satire graphique, du 19 novembre au 13 mars 2022. Merci Terreur pour cette conférence. Moi, j'avais eu envie de vous inviter par rapport à l'ensemble de votre travail, naturellement, notamment le travail pour Libération que je suis régulièrement, le travail d'illustrateur de bande dessinée, mais deux ouvrages sur lesquels on reviendra peut-être. Un ouvrage sur la communication politique de la petite BDTech des savoirs, qui est un ouvrage de mon point de vue, et je pense que c'est quand même la définition de ce type d'ouvrage issu de cette collection, c'est un ouvrage vraiment didactique qui met en œuvre un propos sur la communication politique par les moyens de la bande dessinée. Et un autre ouvrage qui, alors pour le coup, est en plein dans notre sujet, qui donc s'appelle Le pouvoir de la satire graphique, avec Fabrice R. Et donc vous-même au crayon, donc qui s'appelle Le pouvoir de la satire, 2 siècles de presse satirique de la Révolution à Charlie, et qui est donc aux éditions d'Argo, un ouvrage qui fait complètement écho à notre thématique sur la satire graphique et au travail, voilà, et au travail de Martial Guédron, qui a lui aussi fait un ouvrage qui s'appelle L'art et l'histoire de la caricature, avec Laurent Baridon, qui était donc notre dernier invité pour la conférence de la semaine dernière. Terreur, je vous passe la parole et je vous laisse devant cet auditoire virtuel, mais pourtant bien présent. Et voilà, à vous la parole. Et merci encore. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Déjà, j'espère que ça va aller. C'est la première fois que je fais ça, que je parle à mon ordinateur. Euh, ça- bon, voilà. Je suis un peu stressé, mais ça va aller. J'ai pris plein de notes. Je vais commencer je vais parler beaucoup de moi, hein. C'est comme ça. Je n'ai pas fait trop autrement, mais comme ça, je parle des autres en parlant de moi. Enfin, je vais essayer de faire comme ça. Dans un premier temps, je vais évacuer le côté biographique de moi-même. C'est-à-dire, j'ai pris le pseudo de terreur graphique il y a une vingtaine d'années, du coup, parce que j'aimais bien l'idée d'être dessinateur avec un pseudo, en fait. Et j'aimais pas trop mon nom de famille. Et j'étais très, je sais pas, Luz, même Gottlieb a changé, même Cabu a enlevé un T. Enfin, je trouvais ça, voilà. Mais pas du tout, je signais Fred d'Enfer à l'époque, hein, donc c'était rien à voir. Ça c'est arrivé par hasard, par un blog qui s'appelait comme ça. Donc voilà, je suis né à Angoulême. Alors souvent on me dit ah ouais bah c'est pour ça que tu fais de la BD, tout ça. Bon, je suis le seul de ma famille et de mes amis à être dessinateur de bande dessinée. Et de même que les cinéastes américains sont pas nés à Deauville, les dessinateurs de BD pas à Angoulême. Je suis né sous Giscard. C'est peut-être un détail, mais pour notre histoire, quand même, la caricature, Giscard a été quand même plutôt du pain béni, je trouve. C'était plutôt un bon client, j'ai envie de dire. Euh, je regarde mes notes. Ouais. Mais par contre, je suis un jeune dessinateur puisque j'ai commencé la BD vraiment il y a une quinzaine d'années. Euh, Ce qui fait que parce que bon, j'ai pas fait d'études vraiment pour faire du dessin, donc j'ai pris un peu des chemins de traverse, tout ça. J'ai vu du pays, on va dire. Je vous épargne quand même l'itinéraire parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'étapes dans des villes assez moyennes. Donc aujourd'hui, je suis dessinateur de BD, mais même de BD de presse, pour être précis, puisque 80% de mon travail, je le dédie à des journaux, à la presse, sous forme de BD traitant d'actualité ou de société. Donc Libération toutes les semaines. Je fais aussi Sofilm. J'ai fait Cosette pendant 2 ans, Alternative économique.
Topo, Spirou, Fluide Glacial, le journal des notaires, oui, aussi le journal des notaires. Les notaires ont de l'autodérision et beaucoup d'argent. Ça, voilà. En tout cas, dessinateur de BD de presse, j'aime vachement parce que ça correspond vraiment à ce que je fais, je trouve. Je fais de temps en temps du dessin de presse comme pour Topo ou des fois la revue dessinée ou Libération, mais dans des événements spéciaux. Mais en général, c'est plutôt sous forme de BD que j'interviens. Mais évidemment, pas une BD de l'instant, quoi. Enfin, je vais y revenir avec mes influences tout à l'heure. On parle souvent du dessin de presse et pas trop de cette BD qui a eu cours dans les années 60-70 dans un premier temps. Ensuite, je suis arrivé un peu là par hasard, par la force des choses, à vrai dire, parce que moi, à la base, je voulais être dessinateur américain. Hein. Ça, je voulais être Robert Crumb, je voulais être Charles Burns, Daniel Close, parce que c'était vraiment... enfin, je lisais ça, enfin, quand vous lisez Black Hole de Charles Burns ou David Boring de Daniel Close, ou du Chris Ware, enfin, voilà, non seulement le dessin est bien et la narration graphique est complètement... voilà, ça intègre toutes les problématiques de la société et en même temps ça crée une histoire hyper intéressante. D'ailleurs, mes premiers livres montrent que j'ai essayé, en tout cas, Rorschach et Hypocondrie. Puis après, même La Rupture Tranquille, qui était plutôt dans un style trash, très inspiré de un dessinateur qui s'appelle Johnny Ryan, qui est là. Voilà, plutôt dans ce genre-là. Ou Yvan Brunetti, je ne sais pas si vous connaissez ça. Dans le genre très très trash et très très se regardant le nombril, Yvan Brunetti, je le conseille. Chez Cambourakis, très bon éditeur. Puis après, je suis rentré à Fluide Glacial, donc ça m'a un peu ramené sur les chemins franco-belges de l'humour. Et c'était plutôt très, 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 très bien. J'ai commencé à collaborer avec d'autres gens qui avaient un peu le même esprit de faire de la bande dessinée en intégrant un background de société et d'actualité. Georges Bernstein, avec qui on a fait le FIST, Fonds interministériel pour la sauvegarde des traditions, qui était du REAC avant un genre de super Dupont et du REAC actuel, quoi. Et puis voilà, j'ai continué comme ça à faire de l'humour, et puis à un moment on est arrivé au 7 janvier 2015 et là les choses ont largement changé dans ma tête, on va dire. Parce que j'ai toujours été, presque toujours, été lecteur de Charlie Hebdo. Je dis presque parce qu'il y a eu Philippe Val à un moment qui a usé mes yeux. Mais en tout cas, même quand j'étais pas né, j'étais lecteur de Charlie Hebdo. Chez mes parents, il y avait des tas de vieux journaux, de vieux Charlie, de vieux Harakiri, de vieux Canard enchaîné, de vieux pilotes. Bon, voilà, ça puait un peu le vieux papier moisi, mais en tout cas, ça m'a fait une bonne culture, il me semble. Enfin, pour moi, en tout cas. Voilà. Au collège, voilà, je devais être en 3e, en 90, au moment de la guerre du Golfe. J'achetais en cachette des clopes et la Grosse Bertha, qui était le journal satirique bâti par... j'ai oublié son nom, mais avec les anciens de Charlie Hebdo. Voilà. Donc il y avait un peu tout le monde à cette époque-là là-dedans. Moi, j'étais carrément fasciné parce que non seulement il y avait toutes les gens que je lisais dans les journaux de mes parents, mais en plus, ça tirait à boulet rouge sur l'actualité que j'étais en train de vivre. C'était en pleine guerre du Golfe, on flippait, c'était n'importe quoi. Eux, ils étaient à fond la caisse. C'était assez génial. D'ailleurs, c'est le moment de tester le partage d'écran. Voilà. Par exemple,
celle-là de Nicolo, j'adore. J'adore vraiment. Il y avait Sharp déjà qui était là. Voilà. On pourrait la ressortir très bien maintenant. Voilà, celle de Cabu aussi, j'aimais beaucoup. La guerpette, la télépu. Voilà, je planquais un peu ça au fond de mon sac d'école. Après, il y a eu Scission, la Grosse Bertha. Et donc, je suis passé de la Grosse Bertha à Charlie Hebdo qui est revenu, qui a ressuscité en 92 avec tous les mêmes, plus Philippe Val. Et là, c'était super. Moi, je suis rentré au lycée à cette époque-là. Je faisais un fanzine avec des copains qui s'appelait Affreux Salécon. C'était vraiment très con. Ça traitait un peu de l'actualité, un peu des trucs du lycée et tout ça. Et donc j'étais un peu chaud et j'ai envoyé des dessins à Charlie Hebdo. Bon, mais c'était carrément nul, hein, mais je le reconnais maintenant. Donc eux, ils m'ont dit une gentille lettre et puis ils m'ont proposé de vendre Charlie Hebdo dans mon lycée. Ce que j'ai fait pendant 3 ans. Je recevais 10 Charlie Hebdo par semaine et puis je les vendais sous le manteau un peu. Des fois, j'ai oublié de renvoyer l'argent. M'en veuillez pas. Il y a prescription maintenant. Et puis, je crois que c'est là où mon ambition de devenir dessinateur de presse s'est un peu évaporée. J'avais pas le truc à l'époque qui faisait, le talent le truc d'un Luz ou d'un Sharp qui tapait direct, et encore moins celui des vieux de la vieille comme Cabu, Wolinski ou Willem. Voilà. Par exemple, moi, c'est un de mes dessins préférés de Willem. Pas facile, mais il est vraiment très très bien. C'était à l'époque des attentats du GIA en Algérie. Celui-là de Luz est vraiment très très bon aussi. Voilà. Et puis même, je crois que mon ambition de dessinateur, c'est un peu éteint à cette époque-là, vers 17 ans. Moi, j'avais envie de boire des coups, fumer des clopes et devenir une rockstar. Je veux faire du rock'n'roll. Donc là, voilà, un peu comme tout le monde quand même. Mais bon, comme vous pouvez le constater, bon, je suis pas une rockstar. Par contre, j'ai arrêté de fumer. Ça, c'est bien. Mais pendant ce temps, en fait, pendant ces à peu près 12 ans, on va dire, où j'ai pas trop dessiné. Enfin, je dessinais comme ça, mais j'ai approfondi quand même ma collectionnite et mon amour des vieux magazines, des vieux papiers, de la presse satirique notamment celle des années 60-70, en accumulant des vieux Harakiri, des vieux Charlie Hebdo, voilà, en apprenant aussi que d'où venait tout l'arbre généalogique un petit peu de où était né tout ça, ce qu'on raconte dans Au pouvoir de la satire, promo en même temps. Voilà, de la Révolution, que de tristesse d'apprendre que le premier journal satirique était un journal royaliste, les actes des apôtres, voilà, où on faisait des charades rageuses contre les révolutionnaires. Voilà. Et après, de voir que tout se structure. Après, le dessin qui arrive dans les journaux comme La Caricature ou La Lune, avec cette fameuse la caricature de Daumier avec la poire pour moquer Louis-Philippe. Et après, on continue avec Le Rire, la baïonnette, tout ça, avec le génial, non moins génial, et qui inspire tant de dessinateurs aujourd'hui, Gus Boffa, absolument, non seulement un satiriste hors pair, mais surtout un dessinateur génial. D'ailleurs, beaucoup de dessinateurs contemporains comme Christophe Blain ou Blotch sont très imprégnés de Gus Boffa. On saurait ne leur reprocher. Enfin, moi, en tout cas, j'adore. Mais j'ai pas le niveau pour dessiner comme ça. Et bien, alors, voilà, il y a Troisième République, plein de journaux, voilà.
Troisième République, explosion, tout le monde fait son journal satirique, tous les mouvances, tous les événements ont leurs journaux satiriques, la guerre, Dreyfus, voilà. Puis, bon, voilà, c'est la presse, donc ça finit toujours par écrémer un peu par soi-même, et puis il restera 3 titres emblématiques. Le Rire, on connaît un peu moins maintenant, L'assiette au beurre, qui est assez mythique alors qu'elle a duré quand même assez peu de temps, et Le Canard enchaîné, 1915. Donc là, ça existe encore, et Le Canard enchaîné qui apporte un côté modéré quand même à la caricature, et voilà, c'est drôle, mais dans un certain respect quand même. Toujours aujourd'hui. Donc moi, j'étais plutôt quand même Harakiri, hein, et Charlie Hebdo, et Ciné, Massacre et tout ça. C'était vraiment mes gratte-poils préférés. Bon, j'ajoute un truc, c'est que il y avait aussi en 71 un journal qui s'appelait Zinc, rare et très rare et non très beau et pas cher, c'est pas le même. Fondé par Pierre Guiton, Gilles Nicolo et Claude Besnénou. Tous trois, enfin au moins Pierre Guiton et Nicolo travaillaient pour Harakiri et Charlie. Et bon, il s'avère que Pierre Guiton, aujourd'hui, bah, c'est mon beau-père. Donc, évidemment, je ne pouvais pas ne pas le citer. Hein, donc voilà, le monde est un peu petit, hein, quand on est amoureux. Hein. Donc voilà, j'ai eu très tôt le goût de rire du fait de taper sur le sacré, l'ordre, la morale et le pouvoir, en faisant marrer et amener à réfléchir par le rire, surtout. Voilà. Apprendre de son rire, moi j'aime bien cette expression. Bon, tout le monde n'est pas évidemment d'accord, hein, mais on a commencé par la loi des fois, on n'est pas d'accord, et par les gens aussi, qui ont un ressenti de l'humour assez différent suivant les époques. Voilà. Chacun jugera l'époque comme il veut. Tout ça nous ramène en janvier 2015, du coup. Après ce 7 janvier horrible, je crois que on a tous été complètement chamboulés, et j'ai eu envie de raccrocher un peu les wagons avec cette histoire de dessin satirique. En tout cas, de parler du présent, plutôt, et d'en rire. Comme moi, j'avais bien compris que j'avais pas non plus le côté un peu luse et tout ça. Et je me suis mis à travailler autre chose en dessin de presse, je dirais. Et comme j'avais un copain surtout, qui s'appelle Guillaume Bouzard, enfin j'ai toujours, mais on se voit un peu moins. Depuis ces confinements. Et avec un autre copain qui fait de la BD, qui s'appelle James, qui fait aussi du dessin de presse. Ils avaient fait en 2012 un blog qui s'appelle On veut travailler au Canard enchaîné. Voilà. Et ça a marché pour l'un d'entre eux, Guillaume Bouzard, qui est depuis 2014 dessinateur au Canard enchaîné. Donc je me suis dit que c'était quand même pas hyper nul cette histoire. Et comme moi je visais pas trop le Canard enchaîné, je me suis dit tiens, c'est quoi le journal que j'aime bien? Je me suis dit j'ai envie de travailler à Libération. Voilà. Donc j'ai fait pas un blog mais un post de blog. Et donc j'ai fait ça en titre je veux travailler à Libération. Donc l'idée c'était de développer quelque chose. Moi j'adore santé. Je m'étais dit qu'on pouvait peut-être traiter l'actualité un peu à la Santé, sachant que Santé n'aime pas trop le dessin d'actualité. Hein. Je ne sais pas s'il le prendrait comme un hommage. Et donc j'ai commencé à faire ça, et effectivement on m'a contacté, Philippe Dourou, qui était en charge des blogs de Libération à l'époque, pour faire un blog sur le site de Libération, puisqu'il y avait des blogs à l'époque. Donc j'ai commencé comme ça, j'en ai fait plusieurs, et celui-là aussi, toujours prenant un titre et plus ou moins réussi. Donc évidemment c'était un peu l'époque, enfin c'est toujours l'époque de tout ça, on va dire.
Et puis ça a vite dérivé, parce que moi, mon truc, c'est quand même la bande dessinée, sur quelque chose qui se mettait en plusieurs cases. Et comme je suis vraiment un amoureux de la presse des années 70, et que dans mes influences BD, j'ai quand même... voilà, je vous montre à peu près, parce qu'après, ça a un peu évolué. Je trouve que dans les années 60-70, par exemple dans le journal Pilote, il y avait de la BD qui ressemblait, qui traitait de l'actualité. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et du coup, une de mes autrices préférées, c'est Claire Bretéché. Et donc j'ai développé une série qui s'appelle Ces gens-là, qui fait assez penser à Les Frustrés, mais aussi c'était inspiré aussi de Réserve, évidemment. Wolinski, notamment cette série-là de Wolinski, Monsieur, où je vous montre comme ça. C'était toujours deux gars en train de discuter un peu, qui a fait du commerce, toujours un plus réactif que l'autre. Ça, j'adore. Willem, évidemment. Willem, en plus, c'était prédestiné. Voilà, Willem et Pétillon. Pétillon, quand Jeff Palmer traitait de l'actualité, je trouvais ça vraiment génial d'utiliser un personnage de bande dessinée pour traiter de l'actualité. Vraiment, c'est vraiment un truc mortel. Et évidemment, must du must, le Baron Noir de Goethe et Pétillon, qui raconte l'histoire de moutons et qui sont harcelés par un État fasciste. Et aussi Copie, parce que alors, personne ne parle jamais de Copie, donc je parle de Copie. Et Copie, c'est quand même juste des scènes de gens qui discutent comme ça, mais c'est génial. Faut y aller. Donc voilà, je me suis dit que je pouvais faire un truc dans l'esprit. Donc je me suis amusé à dessiner des gens qui discutaient entre eux, qui gesticulaient de façon exagérée, et tout en traitant de l'actualité. Bon, au début, je faisais un truc par jour, hein, j'étais à fond. J'étais à fond, c'était cool. D'ailleurs, Dargo, à l'époque c'était Philippe Osterman, m'a soutenu en me disant qu'ils avaient envie de renouer un peu avec ce côté, vu que c'était l'éditeur d'à peu près tous les gens que j'ai cités. Avec ça, donc ils m'ont beaucoup soutenu. Et puis en 2016, ces gens-là est devenu la rubrique Nicolas Valotto, le directeur artistique de Libération, m'a proposé de prendre la place du week-end dans un journal. Alors pour moi, bah, c'était Noël. Ça reste Noël un peu parce que on est quand même plusieurs dessinateurs en France et des journaux qui emploient des dessinateurs pour faire de la BD, il n'y en a pas beaucoup. Alors du coup, je mesure ma chance d'avoir cette place. Donc voilà, il m'a embauché pour faire ces gens-là. Donc des gens qui discutent. Bon, évidemment, le dessin, c'est un peu étoffé. J'ai un livre, ces gens-là. Comme ça. Si on voit. Bon, là, c'était encore dans sa version primale. Et après, la deuxième année, j'ai quand même mis un peu plus de décor. J'étais un peu plus à fond. Donc voilà, ça j'ai continué, puis au bout de 4 saisons, on s'est dit qu'on allait peut-être se renouveler un peu, parce que c'est bien, mais il faut changer. Enfin, on m'a dit de me renouveler. Et donc j'ai proposé de partir sur quelque chose qui m'intéresse vachement en termes d'actualité et d'assimilation de la satire de l'actualité dans la bande dessinée. C'est le strip familial à l'américaine. Bon, on revient encore. Finalement, je suis devenu un dessinateur américain. Hein, c'est pas si mal. Donc,
comme Nuts, un peu vintage. Essentiellement, une de mes grosses influences, c'est Cul-de-sac, l'histoire d'une famille américaine. Mon enfant va à l'école, voilà, c'était un peu mon truc d'avoir cette famille, en l'occurrence la mienne, quand même, qui évolue chaque semaine en fonction d'un fait. C'est que moi, je me présente à l'élection présidentielle. Je vous avoue que je suis parti, mais il se passe beaucoup plus de choses dans notre vie. Mais, du coup, on réagit, on intègre les faits d'actualité. Voilà, par exemple, les candidats un peu bizarres, tout ça. Donc, voilà. Et parce que moi, je suis pas très à l'aise avec la caricature en dessin. Je trouve que ça ressemble jamais à ce que je fais. Donc, du coup, je trouve ça pas mal aussi comme contrainte de caricaturer, mais sans caricaturer les gens. Voilà. Donc voilà, mais en ce moment, je fais évoluer ma famille dans le journal Libération. Évidemment, ça s'appelle Terror 2022, donc il va falloir soit courir l'an prochain, soit que je trouve une autre série, ou que je vive après l'élection aussi. Et je m'éclate vraiment parce que je trouve que faire évoluer une actualité dans laquelle on évolue dans une bande dessinée qui nous représente nous-mêmes. Moi, je cherchais une autre BD à vous montrer, mais je la retrouve pas. Si elle est là. Une autre influence, bon, ça c'est pas traduit en français, non. C'est un strip américain de Stephen Pastis qui existe depuis hyper longtemps, qui met en scène un rat, un crocodile, une chèvre, enfin voilà, et qui traite, voilà, comme ça, toujours ces personnages qui traitent de l'actualité chaque jour, avec les strips du dimanche et tout. Ça, c'est mon rêve secret, hein, de faire un strip tous les jours et un strip plus long le week-end. C'est une façon assez différente de la façon française de caricaturer et de faire une satire. Le côté strip et tout m'a toujours hyper intéressé. Cette question d'une réalisation par semaine, comment ça marche par rapport à l'actualité, puisqu'il y a une forme de... Donc ok, c'est une narration, mais le fait politique de la semaine, à quel moment ça s'arrête? À quel moment vous dites, bon ben je bosse là-dessus? Alors moi, là-dessus, c'est assez simple. Bon, déjà, j'ai carte blanche, hein. Ça c'est un peu le truc. Ça fait 6 ans du coup que je travaille pour Libé. On corrige juste mes fautes d'orthographe. On m'a jamais dit quoi que ce soit. C'est vraiment très, très, très luxueux. Même s'ils ne sont pas d'accord avec ce que je dis, ils le passent quand même. Alors comment ça se passe? C'est que moi je fais mon strip le jeudi. Parce que je le rends le jeudi pour avoir le vendredi pour corriger les fautes. Tout simplement. Puis maintenant il y a les trucs internet, tout ça, faut préparer pour mettre sur Instagram, donc il faut que je redécoupe le truc. Ça se passe que je prépare rien. Je passe ma semaine à lire les news, et le jour où je dois le faire, ben je le fais. Je m'assois, j'ouvre mon iPad, je mets mon format, et puis je dessine. Enfin, j'ai toujours travaillé comme ça depuis que je fais, voilà, depuis 2015 où je fais ça. Je fais mon premier dessin et je trouve mon idée. Et quand je commence le strip, je n'ai pas la fin. La fin vient à la fin des trucs. En fait, enfin voilà, c'est ma façon de travailler. J'aime que ça se passe en direct en fait, et que je corrige jamais, à peu près. Des fois, j'ai une idée comme ça du sujet. Là, en ce moment, faut trouver des idées parce que c'est toujours un peu la même actualité de politique française. Donc, si on n'a pas envie de dessiner Gargamel toutes les semaines, il faut quand même faire autre chose. D'ailleurs, je vous engage pas à le dessiner en Gargamel parce que ça vous amène beaucoup de critiques. Pas sympa. Oui, voilà. Vraiment, c'est comme le trait en fait. Je dessine en direct. Je fais pas de crayonné ou quoi que ce soit pour garder ce côté. C'était déjà le cas dans ces gens-là. C'est le cas aussi maintenant. Le côté nerveux du trait, nerveux de. Voilà. Des fois, oui, ça peut être un peu laborieux quelques semaines dans la résolution.
Mais je tiens à ce que ça reste plus vivant possible et le plus que ça me surprenne aussi en fait. Pour avoir, voilà, la chute, des fois je m'arrête à la case 7, donc il y en a 8 souvent. Mais et puis bah, je vais faire un tour, je vais faire un tour et puis faut que ça vienne. Ça m'est arrivé quelques fois de dire bon je te le rends demain, je te le rends demain parce que ma chute là je suis pas sûr. Donc, bon. Mais voilà. Alors, ce qui est vraiment un vrai problème pour faire autre chose, parce qu'en ce moment, je fais aussi autre chose en bande dessinée. Et alors, c'est un vrai problème. Parce que sur 80 pages, il faut quand même écrire un scénario. Hein. Ça, c'est sûr. Pas comme sur un strip. Donc voilà, c'est un peu ma méthode de travail. Et choisir le fait, je prends pas forcément le plus important de la semaine, puisque tous les jours, avant, il y avait Willem et maintenant, il y a Coco, qui, eux, traitent le fait chaud, quoi. Donc, il y a des semaines où je parle pas d'actualité, je parle d'écologie, de culture. Voilà. Et mon truc, c'est aussi de faire des petits clins d'œil à des copains ou à des œuvres culturelles que j'aime bien dans mes BD. Ça fait toujours plaisir à tout le monde et à moi aussi. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression de rentrer dans une famille de dessins de presse en faisant de la bande dessinée. Quand je lis La France des Beaufs de Cabu, c'est quand même pas mal de BD. Donc, voilà. Enfin, ouais, je me sens plus à l'aise. Alors j'en fais de temps en temps, mais je me sens un peu lourdeau quand même à faire du dessin de presse. Parce que quand même, il y a quand même des gens actuellement qui sont vraiment des génies du dessin de presse. Je pense à Thibaut Soulcier, par exemple, qui travaille dans 12 magazines par jour, qui arrive toujours à faire un dessin hyper drôle, hyper ciblé, on reconnaît les gens et tout. Il y a Urps aussi, que j'adore, dans Le Canard Enchaîné et dans Sud-Ouest. Lui, on reconnaît pas les gens, mais c'est drôle. Et puis j'ai noté aussi Diego Aranega dans Le Canard Enchaîné, qui était un collègue à Flic Glacial en plus, qui est vraiment cool. Coco, bien sûr. Cambon, qui fait aussi pas mal de dessins sur l'histoire de l'art et l'art en général. Berthe, qui travaille dans Ciné Mensuel. Loïc Sécheresse chez Les Jours. Je fais un peu des big up. Et Erwan Terrier aussi à 28 minutes, qui non seulement dessine très très bien, et en plus c'est très drôle. Mais c'est vrai que moi, alors, des fois on me demande d'en faire, hein. Comme pour les prochaines élections, la revue dessinée ou Topo. Donc je le fais, hein, avec plaisir. Du moment que c'est payé, moi je le fais. Hein. De toute façon, donc moi juste pour revenir sur les ouvrages que j'ai évoqués en début de conférence, peut-être juste parler de ce rapport au dessin et à la bande dessinée, par exemple, dans ce type d'ouvrage, comment vous êtes positionné, comment ça s'est construit, parce que là j'imagine qu'on était un peu moins dans le flux immédiat, mais il devait y avoir une construction un peu plus oui. Ça commence par un repas déjà. Qu'on a mangé ensemble, Christian Desportes et les éditeurs. Donc il a fait son... Donc je parle du livre, parce qu'on n'a pas vu à l'écran le livre, La communication politique. Ouais. Tout au fond. Comment ça s'est construit? Il m'a envoyé un texte très bien fourni. Hein. Christian Delporte est un peu spécialiste aussi, un peu du sujet, de la caricature et de la satire. Il m'a envoyé ça, et de ça j'ai tiré un storyboard que j'ai soumis à mes éditeurs et qui m'ont plus ou moins validé. Et après il a fallu aller vite, puisque c'était des ouvrages qui devaient se faire assez rapidement. Moi j'ai beaucoup aimé, mais j'ai beaucoup peiné. Quand il faut que je recommence 3 fois les dessins, c'est vraiment, j'ai un peu de mal. Mais après, j'aime beaucoup ce livre. Pas seulement parce que c'est le seul qui me rapporte des droits d'auteur, mais surtout parce qu'il est assez différent
Enfin, j'aime bien l'approche du truc, en fait. Je trouve, en fait, je le trouve intéressant. Quand je l'ai relu, j'ai trouvé intéressant, j'ai trouvé mon dessin servait un peu le propos. Voilà. Et c'était plutôt une bonne expérience. C'est un éditeur belge. En Belgique, ça n'a pas du tout marché parce que ça parle beaucoup de politique française, donc c'est pas le truc. Et sur le pouvoir de la satire, est-ce que vous pouvez parler aussi de la construction avec cette idée de, enfin, la place des narrateurs, la place des personnages Alors, je vais parler même du projet, ou du projet, bien sûr. De départ. Départ, c'est la revue dessinée qui m'avait demandé si j'avais envie de faire un truc là-dessus. Bon. Puis moi, oui, évidemment. Et moi, je suis pas spécialiste, quoi. Alors que Fabrice, oui. En plus, il est prof d'histoire, évidemment. C'était un peu plus, et c'était un peu, il a créé un bouquin sur la figure de la poire. Voilà. Et donc, du coup, on s'est lancé là-dedans avec Sandrine Greff pour faire les couleurs, pour la revue dessinée. Et puis après, on a vendu le projet à Dargaud. Et toutes les idées, alors là, pour le coup, je vais pas me faire mousser parce que c'est Fabrice qui a eu toutes les idées. C'est l'idée, moi, j'étais son instrument sur à peu près tout. Et on le sent bien que non seulement c'est un dessinateur avec plein d'idées et que c'est un bon prof, puisque je trouve, au niveau de la pédagogie, ça marche super. Hein. Je le dis d'autant plus que je n'ai rien écrit dans ce livre. J'ai fait tous les dessins. J'ai fait les dessins, mais pas tous les dessins d'ailleurs. J'ai fait tous les dessins historiques, on va dire. Donc mais j'ai beaucoup peiné aussi. Je dis tout le temps ça, mais c'est vrai que sur les livres longs, j'ai un peu plus de mal à rester. En plus, j'étais pas. Voilà. Mais je suis très fier de ce livre également. Mais j'aime beaucoup faire des livres avec des gens très érudits et très compétents. J'apprends en même temps, donc c'est cool. J'avais fait aussi un livre sur la bande dessinée avec Hervé Boris, sur l'histoire de la bande dessinée. Bon là, on avait écrit à deux, hein, donc, et on s'était vraiment éclaté à faire ce genre d'exercice. Surtout qu'on dit que la bande dessinée est un art sans mémoire. C'est faux. Alors, il y a une question de Sarah qui dit en tant que dessinateur satirique, comment on se positionne face à des interlocuteurs qui ont tendance à polariser les débats et diaboliser le dessin de presse? J'entends bien, surtout que oui. C'était ma conclusion, c'est qu'on m'a menacé de mort que 2 fois, dont une fois 4 jours après Samuel Paty. Mais, du coup, je sais pas quoi leur dire, moi, en fait. Non, mais vous arrivez à vous en abstraire et à pas y penser. À pas, parce que nous, quand Enfin, on sauf dessine... quand je reçois un mail où on me promet les pires choses. Mais ça Là, j'appelle la police, mais bon, et ça fait... c'est juste un... Ça n'a pas de conséquences d'autocensure ou de... Il n'y a jamais de moment Alors, où vous dites mince, comment ça va être perçu? Bah, moi, je me dis pas ça. J'ai plus peur des réseaux sociaux que des gens, à vrai dire. Non, et puis non, je pense pas. En plus, je crois pas être la bonne personne parce que je fais pas une satire frontale, quoi. Oui, clairement, c'est plus moi, la narration. Ouais. Plutôt un gentil, un faux gentil, évidemment, mais oui, c'est pas du frontal, donc du coup, mais il y a pas de, je crois pas qu'ils te censurent, et je crois que personne ne se censure parmi les dessinateurs de presse. Enfin, j'ai pas cette impression là, en tout cas. Personne n'a baissé la garde ni la tête.
Il y en a qui l'ont baissé face à Macron, mais pas face aux autres. Ça, c'est mon point de vue. Mais non, mais c'est vrai En que tout cas, moi, je me pose jamais cette question de censure ou d'autocensure. Je pose plus de questions sur rire avec mon époque, ça c'est sûr. Ça, c'est plus ça qui me préoccupe. Mais, Et par rapport à cette question des réseaux sociaux, c'est quoi le... Vous dites que c'est quelque chose qui vous effraie plus que... non, mais ça m'effraie. Oui. Ça vraiment. Je dis ça en blague quand même. Je dis juste que des fois, c'est un malentendu est vite parti sur les réseaux sociaux quand même si je les utilise tout le temps. Hein. Et donc, vous les utilisez comment? Ben, en y réfléchissant à ce que je poste. Mais non, ben, moi, je les utilise en partageant mon travail en général. Comme je produis beaucoup, je poste beaucoup, mais voilà. Et vous publiez spécifiquement pour les réseaux, pour par exemple Alors, pas Instagram? spécifiquement, Non. c'est que c'est moi, c'est mon. Quand je fais des croquis, tout ça, je partage sur mon Instagram ou des choses comme ça. Hmm. Des bouts de. Alors, oui, pendant un moment, j'ai beaucoup fait de strip parce que Internet m'a beaucoup aidé. Je ne cache pas, les blogs, même MySpace à l'époque Hmm. m'a beaucoup aidé. Facebook m'a beaucoup aidé à devenir dessinateur et à rencontrer beaucoup de gens, à vrai dire. Euh, Mais c'est vrai que c'est sympa de reconstituer. L'IB, c'était vraiment par ce dessin ouais, préalable, puis par. je connaissais deux, trois journalistes à l'IB qui ont vu ça et qui ont relayé. Ouais. Ouais, Oui, c'est comme ça. Mais mon premier livre en recherche, c'est par Facebook que j'ai été contacté par les gens de Six Pieds Sous Terre. ouais. Tout est. J'ai une grande reconnaissance pour les réseaux sociaux. Oui, donc c'est une stratégie à encourager pour nos étudiants Mais tout à fait, qui. tout à fait. Ouais. Mais sachez que un malentendu est vite arrivé. Aussi. Ouais. Hein. Ça reste un outil formidable et comme tout ce qui est formidable, il y a différentes faces à la chose. Il faut savoir maîtriser les outils. Donc si on n'a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. C'était bien, bien intéressant. Et merci d'être passé outre les problèmes techniques et la difficulté de parler effectivement à son écran, ce qui n'est pas forcément En fait, je vous parlais. la façon la Vous plus étiez là. Oui, oui, moi j'étais là, mais personne ne me voit. Bon, merci beaucoup. Et puis, Merci. de toute façon, la conférence va être disponible. On pourra revoir et revoir votre intervention. Merci Bon, beaucoup, Terreur. À bientôt. merci. Bonne À bientôt. soirée. Et achetez Libelle samedi. Hein. Pardon? Achetez Libelle samedi. Et on achète Libé le samedi, ça marche. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.